Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Laura Nsafou, afroféministe, blogueuse et autrice. Bonjour Laura. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va, début de promo, donc Ouais. et voilà, on est prête. On va venir de toute façon dans la discussion. Merci déjà d'avoir accepté ma demande de participation. Merci déjà pour ton invitation depuis le temps qu'on a essayé de trouver un créneau, donc merci pour ta patience aussi. Pas de souci. Est-ce que tu veux bien te présenter, dire aux auditeurs et auditrices comment tu te définis, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, je suis autrice et blogueuse afroféministe. Je travaille autant sur les questions donc, de représentation en littérature francophone et particulièrement en littérature jeunesse depuis maintenant 10 ans, notamment avec la création d'un blog qui s'appelle Mrs. Roots, démarré en 2013. Et je suis autrice à la fois de romans, d'albums jeunesse, d'histoires audio, de bandes dessinées. Et je crois que c'est tout pour l'instant. Oui, c'est pour l'instant. D'accord. Et du coup, j'imagine que tu n'as pas mené tous ces projets dès le début, il y a 10 ans. Du coup, ton profil a évolué au fil des années. Et du coup, tu as commencé par être autrice, blogueuse, dans quel... Ouais, très bonne question. En fait, déjà, j'ai toujours été passionnée d'écriture. Donc, j'écris des romans depuis l'âge de 12 ans, qui étaient très mauvais au début, hein, mais en tout cas, c'était vraiment ma passion en tant que telle. Et c'est vrai que, pour moi, c'était vraiment un loisir. Donc, j'avais pas cette conscience que ça puisse être une carrière professionnelle, que ce soit même quelque chose d'accessible. Et donc, en parallèle de ça, avec mes études, donc j'ai fait un bac L, parce que la littérature m'intéressait. Surtout l'écriture, plus que la lecture, mais peut-être qu'on y reviendra. Et ensuite, j'ai fait une prépa à lettres, pas du tout pour le prestige, c'est juste parce que je ne sais pas quoi faire et que du coup, ça me permettait de garder du coup en fait un cursus qui ne soit pas encore spécialisé. Donc j'ai fait une prépa littéraire et ensuite j'ai rejoint le cursus donc, de la fac avec une licence en lettres modernes. Et donc là, en fait, à l'issue de ma licence, avec la question de se poser je fais des lettres pourquoi en fait. Et en général, quand on te parle de littérature, on te dit soit tu es prof de français, soit tu bosses justement dans le monde du livre, et même le monde du livre, c'était quelque chose d'extrêmement opaque, quoi. Et donc, au début, je me suis dit que j'allais être professeur de français parce que la sécurité de l'emploi. Et que ma mère est prof et ma mère est une prof passionnée. Et je voyais à quoi ça ressemblait quand tu as la vocation d'être prof et quand tu n'es pas. Ouais, je pense que j'aurais fait souffrir des élèves, je pense que je serais fait souffrir aussi. Donc, je me suis dit, écoutez, on va aller sur ONICEP et on va voir c'est quoi, bosser dans le monde du livre. Ça a vraiment commencé comme ça. Et donc j'ai postulé à des masters d'édition. Et donc, j'ai fait d'abord un master d'édition à Limoges, donc en M1. Et après, j'ai continué avec mon master d'édition, et cette fois-ci sur Paris. Et en fait, c'est tellement opaque que c'est en faisant du coup les stages de ce master-là que je me suis rendu compte que c'était pas l'éditorial et le travail sur le texte qui m'intéressait, mais c'est vraiment la presse, le fait de défendre un livre auprès de la presse, de communiquer autour, c'était vraiment ça. Vraiment, donc c'est aussi intéressant, je trouve, parce que on a quand même cette image très littéraire du monde du livre, alors qu'il y a plein de métiers dans le monde de métier. Ouais, qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, si t'es pas dedans ou si je trouve que c'est peut-être plus facile aujourd'hui, mais il y a quelques années, je trouve que c'était encore plus opaque. Et donc, c'est en parallèle du coup de mes études que j'avais fait mes blogs. Donc, j'ai eu plusieurs blogs dans l'histoire. Beaucoup. Période Skyrock, voilà. On connaît. Et en fait, c'était des skyblogs de fiction.
donc qui n'existent plus aujourd'hui, mais du coup qui m'ont familiarisée avec le fait d'écrire pour une audience. Et ça, j'adorais ça. Surtout le format feuilleton qu'on retrouve encore sur Wattpad aujourd'hui, donc ce rendez-vous chaque semaine, où en fait, selon les commentaires que tu reçois, même la suite de ton histoire peut changer. Donc vraiment, en fait, cette viralité en fait autour de ton histoire et de la forme feuilleton, du page turner, du cliffhanger que j'aimais trop. Et puis finalement, et il n'y avait pas vraiment de but de j'écris sur des blogs pour être repérée. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'était pas quelque chose d'atteignable d'être autrice. Et j'avais un petit peu tenté certains concours d'écrivains, pour jeunes écrivains. Mais à chaque fois, quand je voyais du coup le podium, bah, tu avais toujours le même profil de mec parisien, blanc, et souvent presque autour de 30 ans, quoi. Donc en fait, c'était vraiment très figé finalement comme profil. Et en parallèle de ça, les autrices noires qui étaient déjà installées n'étaient pas mises en avant. J'ai fait tout un cursus littéraire sans qu'on parle de Marie Scondé, sans qu'on parle de Miano, sans qu'on parle de Gisèle Pineau. Donc, c'est pas comme si, sans qu'on parle de Simone Schwarzbart, donc c'est même pas comme si il y avait quelque chose qui, dans cette formation de lettres, me montrait que tu avais de quoi être légitime en tant que femme noire dans ce milieu-là. Bref, pardon, grosse réponse du coup sur le cursus. Mais du coup, ça te dit un petit peu les enjeux et comment le blog est arrivé comme vraiment une interface où je pouvais écrire et avoir une audience et être directement sans intermédiaire en contact avec cette audience-là. Mrs Roots, en fait, est arrivé comme le premier blog qui n'était pas de la fiction, où en fait, je me pose et j'analyse comment en fait la littérature est politique. Parce qu'il y a quand même des trucs où on te dit c'est artistique, c'est cool, ça vient des muses, ça tombe dessus, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de y a pas de rapport de force, alors que pas du tout. Et voilà, c'est vraiment comme ça que Mrs Roots est arrivé. Et c'est beaucoup plus tard, donc c'est Mrs Roots a commencé en 2013. C'est en 2016 qu'une éditrice a repéré mon blog et surtout les questions de représentation que j'abordais dessus. Et qu'elle m'a proposé du coup de faire un livre pour enfants parce que justement sur ce même blog, je parlais du manque de représentation en littérature jeunesse. Et donc j'étais critique dessus. Et donc elle m'a dit, en fait, moi je sens que vous avez une plume, même dans votre écriture de blog. Et je me demandais si vous vous sentiriez de faire un livre pour enfants. Et c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé les livres pour enfants parce que j'avais déjà fait un premier roman en 2016 avec une petite maison d'édition, mais qui n'existe plus aujourd'hui et le livre n'a pas marché. Mais donc du coup, c'était la première fois qu'on me repérait par mes écrits sur le net. En fait. Voilà. D'accord. Ouais, et juste pour embobiner, du coup, quand tu as fait ton master quand tu as fait ton projet de recherche en master 2, du coup, si je ne me trompe pas, est-ce que tu as orienté du coup ton projet vers des sujets qui n'étaient pas abordés Ouais, je me souviens avoir. En fait, moi, je voulais travailler sur. Ça voulait dire quoi, avoir une collection de livres d'auteurs afro-descendants ou de la diaspora en fait afro. Et comme je disais, on était du coup en 2016, etc. Bref, les questions de diversité, les mouvements We Need Diverse Books, etc. C'était pas encore arrivé en France. Donc, la tête du professeur, c'était chaud. Donc, en fait, tu as porté une conversation où, en fait, on acceptait de parler de race que si c'était des romans ou des livres, en fait, d'auteurs afro-américains. Et quand tu étais là et tu débarquais en disant non, mais en fait, ce serait bien de faire une collection sur la diaspora à large. On ne voulait pas que ce soit un projet éditorial, en fait. Ou alors, c'était perçu comme un projet communautariste. Et on ne voyait pas la richesse culturelle que ça. Enfin, bref, donc c'était vraiment ça que j'avais envie de présenter. Et je crois que j'avais fait aussi un projet sur Toni Morrison qui avait une bonne note, etc. Et je pense, et surtout, alors mon sujet de mémoire, c'était justement sur le rôle des réseaux sociaux par rapport à la littérature et surtout comment en fait naît une polémique en fait dans le milieu littéraire. D'accord. Et j'avais adoré bosser sur ça. Enfin, je m'étais éclatée. Du coup, c'est dans ce moment-là où je me suis dit peut-être que j'avais un peu le goût pour les problèmes. Oui, c'est vrai que tu étais un peu précurseuse dans le sens où en 2016, c'était pas
tant répandu que ça, Bookstagram. Enfin, Ouais. pas Bookstagram, mais les réseaux de manière générale. Ouais, bah, c'était quand même très, c'était quand même une grande communauté de blogs littéraires. Mm. Mais en fait, c'est ça, j'ai même pas pour moi, il y avait des blogs et après, c'était sur différents thèmes et ils se recroisaient selon les affinités, etc. Et en fait, on se rencontrait surtout sur Twitter. Donc, D'accord. ouais, Twitter, c'est là où en fait, bah, tu viens avec ton blog, tu te rends compte que du coup, avec l'algorithme, vous avez la même ligne éditoriale, du coup, tu te rends compte. Et enfin, on a la possibilité de rencontrer d'autres personnes et aussi de faire dialoguer en fait différents blogs. Et donc, c'était hyper bien. Enfin, moi, ce que j'adorais aussi de cette époque-là, même si je parle comme si c'était mais ce que j'aimais de cette époque-là, c'est que du coup, tu avais quand même une place pour les formats longs et du coup approfondis et presque académiques. Mm. Et donc, tu avais quand même des blogs afroféministes ou même antiracistes, etc., parfois qui se répondaient et du coup qui permettaient d'avoir un foisonnement en fait, de réflexion qui aujourd'hui, malheureusement, avec l'immédiateté, sont beaucoup, 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 beaucoup plus raccourcis. C'est ça. Même si je trouve qu'avec TikTok, on assiste à un nouveau format, mais c'est notre conversation. Voilà. C'est vrai que je ne m'y connais pas du tout à TikTok. Je suis un peu réticente, mais je sais pas. Peut-être que tu pourras m'apprendre des choses. Ouais, non, c'est trop en retard. Franchement, c'est le seul réseau où j'ai l'impression d'être une mamie, mais j'essaye. Tu vois, je refuse de lâcher. Et comme ça, j'ai du mal, mais j'essaye. J'ai pas encore compris, en fait. J'ai pas encore craqué. Mais je pense que, voilà, j'apprendrai. Mais du coup, on va y venir sur tout ce qui est réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, tu as quand même pas mal de casquettes parce que même si on a parlé du blog, de l'écriture et, et quoi d'autre? Et bah, tu es aussi, t'es aussi intervenante dans certaines conférences. Tu es amenée aussi à débattre sur certains sujets. Du coup, dans ces catégories-là, tu as plusieurs, on va dire, petites tâches qui, englobées, ça fait quand même beaucoup. Donc, je voulais quand même savoir comment tu gérais ton métier d'autrice et tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux à côté qui, enfin, t'es pas rémunéré forcément pour ça, je suppose. Donc, Ouais, c'est clair. Alors déjà, merci pour la question, parce que c'est vrai que je pense que les gens ne réalisent pas en fait que c'est une charge de travail et de temps aussi assez immense, bon, qu'on choisit de faire aussi. Hein. Mais clairement, je pense que ça a changé mon rapport à ces interfaces-là entre quand j'ai commencé et maintenant. J'avais déjà une présence sur le net avant d'être autrice à temps plein, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, ce qui se passe, c'est que bon, déjà, j'ai un agenda pour chaque livre. J'ai un agenda en fait de rentrée littéraire. Donc, je sais qu'à de septembre à décembre, ça va être les salons jeunesse ou BD, etc., etc. Enfin, l'actualité littéraire. Donc, là où je vais peut-être avoir des conférences, des ateliers scolaires, des ateliers d'écriture, des interviews, etc. Donc, je sais que ça va être le tunnel. Janvier-février, c'est souvent les 2 mois que j'arrive à bloquer quand je peux pour écrire, parce que c'est deadline. Voilà. Et en fait, et après, des fois, tu as des salons aussi qui sont. Tu as quelques salons au printemps, mais ça dépend de quelle publication aussi tu as. C'est-à-dire que tu as beaucoup de salons de SFF qui sont au printemps. Donc, pour nos gens polés, je devais ajouter ça déjà à un autre agenda littéraire. Et si tu sors 2 bouquins de genres différents la même année, ben voilà, ça se croise. Je ne sais plus, j'ai appris. Donc, mais du coup, donc ouais, donc tu as vraiment cet agenda littéraire qui est déjà un peu calé et qui l'est aussi parce que maintenant je travaille encore avec les mêmes éditeurs. C'est-à-dire qu'en bande dessinée, je suis toujours chez Marabout. Pour mes romans, je suis chez Albin Michel. Et pour mes livres pour enfants, je suis toujours avec Cambourakis. Donc, il y a aussi la facilité de savoir comment tu vas t'organiser, avec qui tu travailles. Voilà, je suis pas en terrain inconnu non plus. Et en parallèle de ça, du coup, donc, tu as la production littéraire, comme je disais, parce que même si tu as janvier-février pour écrire à temps plein, en fait, tu n'écris pas qu'en janvier-février. tu dois avancer quand tu peux, quand tu as une fenêtre, voilà.
Et puis après, tu as les projets un peu sur les côtés, donc les nouvelles ou les participations à des projets associatifs. Et c'est là où je pense que le facteur temps est dans mon cas, voilà, se divise encore. C'est que je cherche vraiment à rendre, enfin, c'est mon engagement politique de rendre accessibles des notions, des sujets, des réflexions, et pas que d'actualité, aussi, parce que je pense aussi qu'on est dans une période politique ultra mortifère où en fait c'est très facile d'être dans la réaction, mais du coup c'est très facile aussi de ne pas aller chercher ce qui a déjà été fait avant nous et donc de rendre des outils politiques accessibles. Donc faire ce temps de recherche-là, c'est bénévole aussi de faire ce temps de recherche-là et de donner des outils pour qu'on puisse aussi être armé politiquement. Et c'est aussi pour ça que j'ai encore le blog. Donc je me suis jamais mise de fréquence de publication pour le blog, mais c'est tout simplement parce que je préfère écrire des sujets fouillés que de brader un peu mes recherches et sortir juste un truc vite fait comme ça. Donc, mais du coup, ça prend plus de temps. Donc, typiquement, j'ai plein d'idées pour le blog. C'est juste que le temps que ça me demande de faire des recherches et de croiser en fait des sources, etc., bah, soit je le prends sur mon temps de travail, soit je le prends sur mes vacances. Donc, voilà, il faut faire des choix. Et puis après, bah, tu as les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux, alors moi, je le vis pas comme une. Je sais qu'il y a des auteurs et des autrices qui le vivent comme une charge supplémentaire. Moi, j'adore la com. Donc, je sens pas trop. C'est-à-dire, je sais que c'est charge. Ouais, je sens pas trop la charge, enfin, la notion de charge, quoi. Comme je suis à l'aise dessus, du coup, j'aime créer, en fait, pour les réseaux sociaux. J'aime savoir, en fait, quel format va pouvoir faire voyager dans un univers par rapport à un livre ou aborder une thématique aussi qui permet aussi de rendre plus accessible le monde de l'édition pour des primo-auteurs ou autrices. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça se divise entre tout ça. Et puis après, bah, on essaie aussi de rester, voilà, d'être encore dispo pour des activités bénévoles et tout. Donc, donc t'as pas forcément. Est-ce que tu travailles du lundi au vendredi et t'as tes week-ends ou est-ce que t'as les vacances d'été? Enfin, est-ce que tu as une année scolaire, une année civile normée ou Alors maintenant, je suis forcée parce que j'ai un enfant. Donc, quand mon enfant est en vacances, voilà, je dois être en vacances. Bon, après, je pense aussi que c'est la vie de travailleur indépendant, c'est que tu n'es jamais vraiment en vacances, donc tu pioches des heures par-ci par-là. Clairement, pour avoir un cadre, c'est clair que je bosse de lundi au vendredi. J'ai arrêté de bosser les week-ends parce que c'est ça aussi le danger, je pense, des métiers créatifs. C'est que, l'inspiration, mais en fait, du coup, tu t'épuises et après, tu finis en burn-out. Donc, ouais, j'ai quand même ce cadre de lundi au vendredi. J'essaie de finir à 18h, mais après, tu as des périodes. Ça dépend des périodes d'activité, quoi. C'est-à-dire que quand tu as deux projets qui doivent être rendus en même temps, bah, tu vas peut-être faire plus d'heures, tu vas peut-être te coucher à minuit, tu vas peut-être, voilà. Mais c'est pas énorme parce que ça me permet aussi de garder un équilibre. Et aussi, bah, comme tout travailleur, c'est important aussi de rappeler qu'on a une vie, que notre vie ne se résume pas à notre vie professionnelle et réalisme, voilà. Donc avoir aussi son propre rythme. Mais oui, clairement, en termes de routine, j'écris du lundi au vendredi, de préférence le matin. C'est là où je suis plus. C'est là où ça. Et si c'est pas le matin, en fait, donc je vais faire toutes les tâches moins cool comme les mails et la compta le matin et l'après-midi. Là, on me voit plus, on ne m'entend plus. J'écris. D'accord. Ça marche. Okay. Bah, merci pour ces détails. Et est-ce que du coup, quand tu as commencé à être un peu active sur les réseaux, tu t'es sentie à ta place? Est-ce que tu t'es sentie entourée ou c'est venu avec le temps en trouvant des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi? Enfin, comment tu navigues un peu au sein de la communauté littéraire sur les réseaux sociaux? Alors, comme toi, tu as pas mal de lecteurs / créateurs de contenu qui te suivent. Je ne sais pas si dans quelle branche tu te situes
Oh. Moi, j'ai arrêté de me situer, parce qu'en fait, tu as toujours les gens qui vont te dire, mais pas du tout. Donc je laisse les gens me mettre dans des cases et tout. Mais ouais, c'est vrai qu'en termes de... Alors, sur les réseaux sociaux, en fait, ça dépend de la plateforme. C'est-à-dire que je fais partie aussi des premières afroféministes qui sont arrivées sur la scène Twitter francophone et française. Et du coup, c'était hyper violent. Puisque encore aujourd'hui, quand tu es une femme noire qui parle de sujets politiques et qui est engagée sur des questions d'antiracisme ou de féminisme ou même, bref, d'intersectionnalité, tu te fais défoncer. Tu te fais défoncer. Et en plus, tu es sur des plateformes où, en fait, tu n'as pas une politique de modération qui te protège. Et là, on y assiste, en fait, avec Twitter qui devient un chef de fascistes, quoi. Parce qu'en fait, on a un algorithme qui mange ça, promeut ça, etc., etc., etc. Donc c'était déjà... Donc, je pense que la plus-value que Twitter avait, c'est qu'il y avait quand même le fait de rencontrer une majorité de femmes afrodescendantes engagées dans tout le pays et que d'un coup, elles te soient accessibles. Donc, du coup, tu as la possibilité de casser l'isolement de ta situation, de te donner rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on a vu des collectifs aussi se créer, même si on a quand même, même si tu as quand même pas mal d'activités militantes qui sont encore très parisiano-centrées et tout. Mais tu as quand même pas mal t'as eu une émulation, en fait, de mouvements portés par des femmes noires qui a été hyper, hyper forte pour moi et hyper marquante et qui, clairement, a contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Après, aujourd'hui, je pense que Twitter, du coup, je me suis un peu retirée parce que voilà, quand tu sais que tu n'es plus sur une plateforme du tout safe, tu sais que, voilà, tu sais où tu mets les pieds. Et puis surtout avec Twitter, c'est toujours les mêmes cycles qui se répètent. Instagram, je trouve ça beaucoup plus intéressant en termes de contenu littéraire, parce que je trouve que de toutes les plateformes, de tous les réseaux sociaux qui existent, ça reste quand même l'un des réseaux sociaux qui met le mieux en avant la littérature. Je trouve ça assez phénoménal, que ce soit en termes de poésie, où on a vu quand même des autrices commencer sur Instagram et être publiées, que ce soit en termes de rencontres entre lecteurs et auteurs, que ce soit en termes de visibilité aussi, parce qu'en tant qu'auteur, on n'a pas tous des affiches de nos bouquins dans le métro. Donc quand tu n'as pas ça, tu vas sur Instagram et tu te fais des jolies photos de ton bouquin. Tu vois, je trouve que ça a permis quand même d'apporter une plus-value pour la communauté littéraire. Maintenant, comme tu le dis, il y a la communauté littéraire et puis il y a ces créateurs de contenu. Et je trouve que, comment dire, je pense que, en fait, du fait de ma production, même avant que je parle maintenant, c'est tagué afroféministe. Et du coup, je crois que les gens se disent d'office que s'ils s'intéressent à mes productions, c'est qu'il faut être politisé. Ou qu'il faut forcément s'intéresser à la question de la diversité, etc. etc., etc. Alors qu'en fait, les gens apprennent quand ils apprennent. Moi, quand tu as des gens qui tombent sur nos Boulay à la librairie, ils tombent sur un bouquin. Tu vois. Donc, c'est intéressant. C'est surtout, je vois des comportements différents en fait, par rapport à mon catalogue et à la manière dont je me positionne en fait, sur Instagram par rapport à la communauté littéraire. D'accord. C'est très diversifié. C'est très diversifié. Et après, je réfléchissais à d'autres... après, tu vois, j'ai ma newsletter, mon blog, ils sont toujours là, c'est les mêmes. Voilà. Ça marche. Donc tu sens qu'il y a quand même un plus grand engagement, du coup, sur Bookstagram. Ouais. Plus une effervescence sur Bookstagram que... Ouais, après, tu vois, ce qui me fascine avec Bookstagram, c'est que je pense qu'il y a aussi un truc de génération, dans le sens où il y a des conversations sur Bookstagram qui ont déjà été ultra abordées, étudiées via des blogs. Mais comme les blogs, on s'y intéresse plus, donc il n'y a pas vraiment de compte avec ce qui existe déjà. C'est ce truc où je trouve ça un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas... je pense qu'on pourrait pousser encore plus des conversations et encore aller plus loin si on allait voir ce qui avait été fait avant. Mais ça, c'est dans tous les domaines, de toute façon, en général. Et, mais je trouve ça intéressant, tu vois. Et surtout, il y a quand même eu un impact, là je parle en tant qu'autrice et lectrice, d'avoir des lecteurs qui sont créateurs de contenu et qui font la veille sur le manque de diversité en littérature. Quand tu es une autrice racisée et que tu as ça,
t'es plus seul. Parce que quand tu parles, on se dit juste que tu te bats pour tes productions, etc. Et bon, après, je pense que là, voilà, ça fait 10 ans, donc les gens savent que je parle d'un point de vue sociétal aussi, et pas juste pour vendre mes bouquins ou quoi. Ouais, c'est lâché l'affaire. Tu vois, je pense qu'ils ont un peu compris et tout. Mais le nombre de fois où j'ai répété que c'était un problème collectif qui concernait toutes les strates du monde du livre, voilà, tous les métiers, etc., etc. Et qu'en fait, voilà, quand tu as une présence et une veille de lecteurs qui te disent, en fait, on va regarder si à la sortie française de ce bouquin-là, vous allez enlever les personnages racisés, en fait, t'es plus seul. Mais j'ai vu ton trade là, du coup, il y a 2 heures. Ouais, mais je pense que les gens disent, Laura, elle aime trop les problèmes. En plus, quand j'ai vu ton trade, j'ai pensé justement au livre de Kennedy Ryan qui va sortir en septembre. C'est quoi le titre? Bon, bref, en VO, t'as un visage d'une femme noire avec une afro, et la VF, c'est des fleurs. Voilà. Donc... Ouais, typiquement, c'est voilà, c'est le genre de truc que enfin bref, parce que je travaille sur un projet, on m'a dit d'étudier les sorties aussi en young adulte, et je voulais parler de ça aussi, de l'aspect marketing de la diversité, mais c'est un autre sujet de podcast, donc j'ai autre chose à dire aussi de dire, voilà, la diversité en littérature, c'est quoi? C'est pas juste les couvertures, et en plus, même quand c'est les couvertures, vous trouvez le moyen de les édulcorer comme si c'était... Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, quand j'essaye parce que je propose tous les mois des sorties littéraires et je quantifie au fil de l'année le nombre de couvertures avec des personnages racisés, et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis en dessous de 50%. De ce que j'ai, par rapport à la quantité de livres que j'ai proposé, il y a toujours moins... on est toujours en dessous, il y a toujours moins de la moitié, quoi. C'est ça, et c'est pour ça que même le travail que tu fais de recenser les sorties, le type de sortie par catégorie, etc., en fait, c'est une avancée par rapport à des grilles traditionnelles qui vont juste te dire, ouais, les livres sortis en ado. On va pas te parler, en fait, de la représentation noire, pété asiatique, etc., etc. Donc, en fait, le fait d'avoir cette présence-là et d'avoir des gens qui font ce taf-là, ça nous permet d'avoir des archives aussi et de quantifier dans un pays qui nous dit que non, il n'y a aucun problème sur la diversité. Ça donne des armes. Ouais. Et du coup, ça fait 10 ans que tu es sur la scène littéraire. Est-ce que tu as toujours eu l'impression que ton travail est reconnu, ou tu as dû batailler, ou tu continues de battre En fait, je pense que j'ai juste, mais comme beaucoup d'autres auteurs et autrices minorisées, c'est cette espèce de prisme et de filtre de lecture qu'on applique à ta production. J'ai sorti Papillon Noir, on m'a dit que c'était communautariste. J'ai sorti Le Chemin de Djada, on m'a dit, oh super, un conte africain. C'est pas du tout un conte africain. J'ai sorti Amour croisé, on m'a dit ouais, que c'était juste une romance. Et toi, t'es là, genre, mais en fait, c'est une romance avec des personnes avec ouais, un couple asiatique en love interest, ce qu'on voit pas dans les productions mainstream occidentales, et avec une femme noire. Il y a 3 femmes noires. Ouais. Tu vois, genre, tu vois là. Donc à chaque fois, Nos jours brûlés. Et en fait, c'est ça, c'est que du coup, quand Nos jours brûlés est sorti, franchement, j'avais limite le dos bloqué d'anxiété, en fait, sans déconner, parce que je me suis dit, mais en fait, là, je vais sortir une fiction afrofuturiste avec des influences francophones dans un milieu, pour le public français, sur la scène littéraire française. Et en plus, c'est une trilogie. Donc, et dans une grosse maison. Et là, je me suis dit, oh, waouh. Je me suis dit, ça va bien se passer. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, en tant qu'auteur minorisé, il y a un peu ce truc de si tu te rates, c'est pas toi qui rates, c'est on va te dire, ah, vous voyez, ça se vend pas. Et donc, on va fermer à tous les auteurs qui vont proposer un truc comme ça. Alors que c'est ce qui est complètement injuste, raciste, xénophobe et tout ce qu'on sait.
Et je dis pas que c'était le comportement de la maison d'édition, mais je veux dire, du coup, il y a quand même ce truc où, quand tu fais quelque chose en tant qu'artiste minorisé, tu fais jamais, c'est pas toi qu'on voit, c'est ton groupe. Tout l'ensemble, le groupe Ouais. censé. Voilà. Et du coup, donc c'est compliqué en fait d'évoluer en tant qu'artiste quand tu dois à la fois dire que ton histoire, oui, il y a une petite fille noire, et parfois ça va être le sujet, et parfois ça va pas du tout être le sujet, et parfois en fait ça a du sens, et parfois, et dans tous les cas en fait c'est une histoire, et qu'en fait elle est accessible à tous, et en fait je pense que c'est ça qui m'a fatiguée le plus, c'est de surexpliquer mes œuvres. C'est à chaque fois. Ouais. Et en fait, du coup, mais je m'y attendais, tu vois. Mais je veux dire, même quand tu t'y attends, même quand même quand t'es afroféministe, même quand t'es blogueuse, même quand tu connais le milieu de l'édition, je pense que personne ne mesure la charge mentale que c'est de porter des œuvres où les gens pensent que tu as un agenda communautariste ou tout ce que tu veux, ou même agressif, alors que toi, tu as juste mis un bouquin sur la table à d'une petite fille qui aime ses cheveux. Et du coup, je crois que je l'ai vu notamment avec la sortie de Nos Jours Brûlés. Quand Nos Jours Brûlés est sorti, donc ça veut dire que j'avais quand même déjà 3 bouquins qui étaient sortis. C'est là où on a commencé à me considérer comme une autrice. On a commencé à parler de mon travail littéraire. On a commencé à parler de mes personnages, qu'on a commencé à interroger sur la construction de mes mondes, etc. Et je pense pas que ce soit juste parce que c'est un roman. Je pense qu'il y avait vraiment ce truc où voilà, on accepte en fait que c'est pas juste une femme noire qui a mis un livre sur la table. En fait, c'est quelqu'un qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a une histoire. Et donc, je crois que c'est ça qui a mis le plus de temps dans l'industrie du livre. Parce que du côté du lectorat, le lectorat, il a toujours été là. Le lectorat, il a été là quand j'ai fait mon blog. Le lectorat, il a été là quand j'ai fait ma campagne de financement pour Papillon Noir. Le lectorat, il a été là quand j'ai... Le lectorat, quand je changeais de genre, c'est pas le lectorat qui me disait « Oh, attention, doucement, t'as commencé en album jeunesse, bon, on va rester aux albums jeunesse. » Non, le lectorat, il était « Oh, une BD !» Tu vois, c'est ça, on est preneurs. Ouais, genre, c'est trop bien. Enfin, genre, la diversité. Enfin, c'est ça, c'est que le lectorat sait en fait que la diversité, c'est pas juste une question de couleur de personnage, mais que c'est bien aussi la différence les différents genres littéraires, les différents âges, les différents créneaux, les différents types de langues, les différents formats, genre de l'audio ou du papier. Donc, en fait, le lectorat, il était là, tu vois. Et je me suis sentie légitime d'abord grâce à mon lectorat. Et quand je dis ça, c'est pas par rapport au chiffre de vente, mais je veux dire parce que c'est mon lectorat qui m'a dit, Laura, t'es autrice, tu vois, avant d'avoir une quelconque validation ou attention dans le milieu littéraire. Et maintenant, ça s'est installé, quoi. Ça s'est installé. Ouais, c'est acté. C'est acté, mais disons que je suis ultra regardante sur le fait qu'on doit être beaucoup. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas qu'on soit... Enfin, je le vois en salon. Si je suis la seule meuf noire invitée dans un salon littéraire en jeunesse ou quoi, pour moi, il y a un problème. Donc, en fait, ça sera acté quand on sera, je sais pas, 60, 100, tu vois. Franchement, je te le souhaite. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, parce que je sais que tu teases un petit peu en disant qu'il y aura des sorties. Ouais. Franchement, on bosse en coulisses. C'est juste que j'essaie de pas trop dire toutes mes stratégies, sinon on va pas réussir, tu vois. Mais non, il y a des choses et des personnes qui ont de super projets, qu'on aide en coulisses et qui vont sortir aussi leurs projets et qui ont juste besoin de... C'est toujours ça, trouver la bonne personne ou le bon éditeur, tu vois. Et ce qui est cool aussi, c'est que je pense qu'à force d'être vocal sur ces questions-là, en fait, tu rencontres des éditeurs et des éditrices qui ont envie vraiment de pousser et de soutenir des auteurs et des artistes minorisés francophones, tu vois, français. Donc c'est le temps. C'est juste que c'est extrêmement lent. C'est le temps. Ouais. Ok. Et je voulais aussi aborder la question du fait que tu sois représentée en agence littéraire. Du coup, à quel moment c'est intervenu dans ta carrière et est-ce que tu peux expliciter en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai été démarchée par mon agence littéraire, qui est donc une agence anglaise, mais qui a un catalogue d'auteurs français. Et donc, en fait, comment ça marche, c'est que vous avez du coup un agent littéraire qui propose de démarcher les maisons d'édition pour vous et qui se rémunère d'une commission sur les contrats qu'il déniche pour vous.
Donc, ça veut dire qu'il a intérêt à travailler s'il veut pouvoir gagner de l'argent. Et ça veut dire aussi que là où en fait il a le réseau pour savoir dans quelle maison d'édition tu as telle collection qui est sur le point de s'ouvrir en BD jeunesse, 13 ans, etc., il a cette info-là. Il va plus rapidement caser aussi vos projets, il va savoir quoi dire, il va savoir comment les marketer à vous, alors que en tant qu'auteur, nous on crée, hein, si on est passionné de marketing, on peut les situer, mais je trouve que c'est quelque chose qui s'apprend plus sur le long terme et que c'est une belle aide aussi d'avoir un agent littéraire pour ça. C'est lui qui va négocier du coup vos contrats pour que vous ayez les meilleures personnes pourcentage, pour que vous puissiez conserver vos droits aussi d'adaptation ou pas. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et du coup, là où je vois aussi un super atout, c'est que ça te permet en fait de savoir ce que tu vas faire sur plusieurs années. Parce que là, du coup, là, comme j'ai quelqu'un du coup qui est consacré au démarchage des maisons d'édition, donc j'ai plusieurs projets qui sont calés jusqu'en 2026, tu vois, par exemple. Ok. Donc, en fait, du coup, ça permet de professionnaliser ton activité, je trouve, assez rapidement, de pouvoir t'organiser, justement, quand on parlait de comment tu organises ton année. Et aussi d'avoir quelqu'un qui défend tes bouquins, qui regarde l'aspect légal, là où en fait on n'est pas forcément formé quand on débute en tant qu'auteuriste. Même si je tiens aussi à quand même, je ne veux pas non plus glamouriser les agences littéraires dans le sens où si tu n'en as pas, aujourd'hui quand même en France, on a la Ligue des auteurs, on a la Charte des auteurs jeunesse, on a des super syndicats en France d'auteurs qui sont ultra, ultra, ultra actifs sur ces questions-là, qui rendent accessibles des lives sur comment tu fais un prêt quand tu es artiste-auteur et que tu n'as pas de fiche de paye. Enfin voilà, je veux dire que en gros, il ne faut pas être effrayé si tu débutes sans agence littéraire. Donc c'est ce petit disclaimer que je voulais quand même passer. Mais oui, c'est en tout cas, moi je sais que du coup aussi d'être représenté par une agence littéraire qui est anglaise, donc ça veut dire aussi que je peux plus facilement avoir accès au marché anglophone pour mes productions, dans le cas de traduction. Après, c'est quand même hyper dur, hein, parce que tous les pays non anglophones veulent être traduits en anglais. Donc ça, c'est une grosse concurrence aussi. Mais c'est ça que tu as pu traduire sous Loire, c'est ça? non, Souloué, c'était vraiment une maison d'édition française qui m'a proposé de traduire Souloué. Mais là, c'est vraiment pour que mes productions soient traduites en anglais. Ouais, c'est pour tiens, d'accord, ça marche. Ça doit passer par mon agence littéraire. Et donc, mon agente m'a démarché avant la sortie de Papillon Noir. Et ça, c'est pour ça que je trouve que, je trouve que ça a vraiment créé aussi une relation de confiance parce qu'elle est arrivée avant que il y ait que Papillon Noir soit le best-seller et qu'on ait cette trajectoire que l'on connaît. Et du coup, donc elle m'a contactée en 2018 parce qu'elle était tombée sur mon premier bouquin qui n'existe plus, voilà, le fameux, qui s'appelle À main nue. Et je ne sais pas comment elle a trouvé une copie, mais elle est tombée dessus et du coup, elle m'a proposé de m'accompagner sur mes projets. Et à l'époque, j'avais justement la toute première version de La mer chantera ton nom. D'accord. Voilà. Et du coup, je lui disais que j'avais montré à 2 éditeurs vite fait donc ces versions-là, qui étaient très mauvaises. Hein. Je replace, voilà, c'était assez mauvaise. Mais le problème, c'est que quand tu as une autrice minorisée, c'est ultra dur d'avoir des retours sur ton texte parce que les gens ont leurs lunettes avec leurs tropes en mode « Oh, c'est cool, c'est ultra exotique ». Mais ça te dit rien de ton texte. Tu vois, enfin, donc c'est ultra frustrant. En fait, tu peux pas. C'est dur, je trouve, en tant qu'auteuriste minorisée, de savoir comment. Alors maintenant, je sais, j'ai toujours mes tips à donner à ceux qui débutent, mais de savoir comment tu juges comment tu juges ton texte et comment tu vois si tu t'améliores ou pas. En fait, il y a des moyens, je rassure, mais du coup, en fait, voilà, ce rapport à l'édition où en fait t'es stéréotypé avant même en fait d'être lu. Du coup, j'avais l'impression vraiment que La mer chantera ton nom ne sortirait jamais en France. C'est le premier truc que j'ai dit à mon agente. Et donc, je lui ai dit, mais il sortira jamais. Est-ce que je dois le traduire en anglais pour directement le proposer à des maisons anglophones? Ce que beaucoup d'auteurs francophones ont fait aussi. Donc, il y a quand même une réalité sur le marché francophone et français quand il y a des questions pour poser des fictions diversifiées. Et donc, je me rappelle, j'étais ultra énervée. Je disais juste, mais
ça sortira jamais. Et donc, cette agente m'a dit, mais en fait, moi, je comprends ce que tu fais, je comprends ta vision. Et du coup, en fait, j'avais quelqu'un pour la défendre, en fait, pour expliquer, pour me dire comment expliquer ce type de fiction, comment la présenter à des maisons d'édition. Et donc voilà, du coup, ça va faire 6 ans qu'on travaille ensemble. Et donc, c'est pour ça que la sortie de La Marchande à ton nom, c'était un peu la Ouais, compétition. c'est le plaisir, ouais. Ouais. La boucle est bouclée. En plus, oui, il y a 6 ans, tu ne croyais presque pas. Et Ouais. là... Ah, j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, Ah, mais d'accord. ah ouais, non, vraiment, je me suis dit, en fait, et c'était ça le plus frustrant, c'est que tu vois que tu as tout cet univers, ce lore, etc. Donc, le jour brûlé n'existait pas à l'époque. Et surtout que les équivalents américains ne marchaient pas trop, ne se vendaient pas trop. Donc tu te dis, mais si même les versions américaines de ces univers afrofuturistes ne se vendent pas trop, jamais je vais trouver une maison d'édition qui va vouloir miser sur ça. Puisque le monde de l'édition attend souvent que des best-sellers anglophones définissent la tendance en France. Donc je me suis dit, mais jamais, voilà, c'est ça, j'ai un projet, il ne sortira pas. Et finalement, il est sorti. Et en plus, il est sorti avec une belle maison d'édition qui a vu ce que je voulais faire, qui n'a pas du tout essayé de brimer ma créativité, qui m'a fait évoluer en termes d'écriture aussi, qui a proposé une couverture, une mise en avant du bouquin. Vraiment, c'est ce que je voulais, quoi. Tout ce que je voulais pour un bouquin, ce bouquin-là l'a eu. Donc, ça apprend la patience aussi. C'est dur. Mais donc ouais, c'est comme ça que c'est l'aventure que j'ai eue et que j'ai encore avec mon agence littéraire. Très bien. Écoute, on va venir à la sortie de La Marchande à ton nom qui est sortie hier du coup. Ouais. Je ne suis pas encore procuré mieux, mais ça ne saurait tarder. C'est que hier, t'as encore le temps, je pense. Est-ce que tu peux un peu pitcher un petit peu ton roman en quelques mots Ah, c'est l'exercice. Mais oui, ouais, bien sûr. Faut que je prenne le pli là. Il est sorti hier, mais faut que je prenne le les auteurs et autrices n'aiment pas trop. C'est tellement dur. Franchement, c'est tellement dur. Mais c'est l'exercice qui est le plus important, je trouve, quand tu es auteur-autrice, c'est ça. Parce qu'on va te le demander partout, en salon, en interview. Tes potes vont te demander, ta famille va te demander ça parle de quoi. Donc, La mer chantera ton nom. Donc, on suit en fait Ino, qui est une jeune femme qui est envoyée sur l'île de Gorée, au Sénégal, chez sa tante, suite à un incident qu'elle a commis et dont on n'a pas connaissance au début. Et donc, alors qu'elle est en train de déprimer sur le fait d'être envoyée comme ça chez sa tante, qui est hyper stricte, etc., un pêcheur vient la voir et lui dit, écoute, ta tante te cherche, voilà, t'es seule en pleine nuit sur cette plage, elle m'a demandé de te ramener, vu que tu es une femme seule, etc. Évidemment, Ino se méfie, mais finalement, donc, c'est une petite île, tout le monde se connaît, donc Ino accepte de suivre ce pêcheur. Et donc, ils sympathisent sur la route, et donc, il la ramène chez sa tante. Et lorsqu'elle se retourne pour le remercier, il a disparu. Donc, elle se dit, c'est bizarre, elle dit à sa tante, oui, t'as envoyé un pêcheur venir me chercher. Et sa tante lui dit, j'ai parlé à personne aujourd'hui, personne ne veut te ramener, je sais pas de quoi tu parles, mais rentre à la maison. Donc, Ino est très intriguée par ce qui vient de se passer, et le lendemain, on retrouve le corps d'une femme sur la plage morte. Et donc, Ino va se rendre compte que chaque fois qu'elle rencontre ce pêcheur-là, on retrouve des corps le lendemain sur la plage. Et donc, derrière l'horreur en fait de cette histoire dont elle va devenir témoin, puisque à chaque fois elle découvre les corps, elle va découvrir que derrière l'horreur de cette enquête, en fait, se cache un autre monde, le monde de l'invisible, et que dans ce monde-là, il y a surtout l'histoire de sa propre famille, puisqu'elle descend d'une lignée de femmes puissantes, et qui a de nombreux secrets, et qui peut peut-être expliquer pourquoi elle a dû aller sur cette île mystérieuse. Je n'en dis pas plus. Mais donc, ouais, c'est un one-shot, c'est à partir de 16 ans, et il est sorti hier. Ok, il me tarde de lire. Je pense que ça a l'air trop bien. Puis ouais, je trouve que c'est... comme je le disais, c'est assez rare les livres d'afro-fantasy écrits par des auteurices françaises. Ouais, j'espère qu'on en verra plus. J'espère qu'on en verra plus. En vrai, je pense que c'est le plus frustrant, c'est quand tu connais des autrices qui bossent sur des trucs et t'attends juste une chose, c'est que ça sorte.
Voilà, on apprend la patience. On apprend la patience. Ça marche. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. Avant de parler des recommandations, est-ce que tu as des points que tu voulais approfondir? Est-ce que tu as des questions en regardant? Voilà, c'est quartier libre. Non, mais c'est vrai que moi, je serais intéressée de savoir ton point de vue sur, justement, quand tu suis les rentrées, est-ce que tu sens qu'il y a quand même une évolution dans ce qui est proposé en termes de diversité au sens large en littérature, ou est-ce que tu as l'impression que ça se décline un peu, qu'il y a de moins en moins de titres vraiment diversifiés? Ça dépend des genres. Moi, je vois qu'il y a tout le temps des livres issus de communautés marginalisées et diversifiées. Chaque mois, il y en a tout le temps, sinon je ne présenterai pas les sorties. Ouais, je constate que c'est plutôt du côté de la littérature contemporaine où tu vas vraiment retrouver des castes de personnages hyper diversifiés. Pour le coup, en contemporain, tu peux trouver ton compte. Même moi, j'ai trouvé mon compte. Enfin, je me suis vraiment reconnue dans l'ouvrage de Kiemis et Refleurir. Donc c'est vraiment le roman qui m'a le plus marqué, je pense, dans ma vie d'autrice. Mais après, il y a d'autres nationalités. Enfin, il y a vraiment un catalogue assez riche. Par contre, dans la littérature de l'imaginaire, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et il y a moins d'ouvrages issus de communautés marginalisées et écrits par des auteurs et autrices francophones. Ça pêche un peu. Mais voilà ce que je peux dire. Après, je fais pas cette veille depuis hyper longtemps. Mais pour l'instant, j'ai pas vu non plus une très très grande évolution à ce niveau-là. Ouais. Non, c'est intéressant d'avoir ce retour-là. Je regarde souvent les chiffres. Et là, sur le solde de 2023, alors c'était sur la littérature jeunesse et ado. Donc, voilà. Mais en gros, tu vois qu'il y a une évolution. Enfin, tu vois qu'il y a un petit peu plus de diversité sur différentes communautés. Mais que du côté de qui sont les auteurs qui les écrivent, ça baisse, en fait. C'est de moins en moins, en fait, les personnes concernées. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait de voir comment on le ressent aussi en termes de quand tu vas en librairie, quoi. Mais oui, là, en fait, ce qui serait encore génial, ce serait d'avoir des chiffres français. Mais bon, voilà. Ouais, c'est vrai que après moi je recense que j'essaye de recenser que les ouvrages on voice, écrits par des personnes concernées. Je recense pas d'ouvrages d'ouvrages qui sont pas écrits par des personnes concernées. Donc ça, je sais pas. Enfin, je sais pas. Si je vois quand même des œuvres passer, on va pas se mentir. Surtout pour le continent asiatique, bon, un peu. Mais voilà. C'est vrai que j'essaye de pas trop m'attarder là-dessus, sinon ça me frustre. Et puis... Ouais. Je comprends. Écoute, on va passer aux recommandations / annonces. Du coup, est-ce que tu as des dates d'intervention à communiquer Oui, alors déjà le 6 septembre, donc ce sera le lancement de La Mer chantera ton nom, donc c'est vendredi prochain à 18h30 à la librairie ici. Et sinon, de toute façon, sur mon Instagram, il y aura les prochaines dates. Je fais une tournée dans toute la France là jusqu'à décembre et aussi en Belgique. Il n'y aura pas la Suisse cette année, je crois pas, à vérifier. Mais donc, ouais, si les gens veulent me suivre un petit peu, rendez-vous sur mon compte Instagram, Miss Roots Books. Et je serai aussi au festival Overbooké, qui est vraiment cool, qui a super table ronde. Franchement, j'en parle vraiment parce que je pense que même si j'étais pas intervenante, j'y serais allée du coup cette année. Donc voilà, si les gens, donc c'est le 21 septembre. Voilà. Ça marche.
Ouais, j'en ai entendu parler. Moi, j'habite pas à Paris et ça va être compliqué de faire le déplacement. Je comprends. J'espère que ce sera filmé ou enregistré les tables rondes parce qu'elles sont vraiment, enfin les thèmes sont vraiment, bref, vraiment trop bien. C'est super. Enfin, j'ai vu la programmation. Elle est incroyable. Je suis ultra fan. Deuxième question. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Oui, alors je sais plus si tu l'as invitée, mais je pensais à Isis Labo-Caberia. Ah ouais, j'ai essayé de la contacter, mais j'ai pas encore eu de réponse. Mais oui, j'ai. En tout cas, au pire qu'il fasse que son livre. J'ai un message en mode genre vas-y, mais j'aimerais je la verrais vraiment dans ton émission et j'étais curieuse aussi de connaître son parcours. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande aussi son roman La prophétie des sœurs serpents. Ah oui, qui ouais, c'est vraiment, c'est littéralement l'autrice que j'ai vue au salon de Montreuil. J'étais genre oh, on est deux femmes noires. Vraiment, c'était genre wouh. Donc voilà. Mais je crois que ta trilogie Nos jours brûlés et La prophétie des sœurs serpents, je crois que c'est les deux livres qui sont les plus recommandés dans le podcast. Faudrait que je fasse des stats un peu de. Ouais, ça fait trop plaisir. Des livres recommandés, mais il n'y a pas j'abuse un peu, mais il y a un épisode sur 2 ou sur 3, ton nom est cité. C'est les disait. Ça fait plaisir. Et dernière question pour clôturer, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais, il y a mon blog mrsroots.fr où je continue à poster, même si c'est au fil de l'eau. Voilà. Mon compte Instagram où je suis extrêmement active, donc Mrs. Roots Books. Et aussi un petit peu sur Twitter de temps en temps. Rarement, mais de temps en temps. Donc, c'est Mrs. X pour Roots. Et enfin, après, il y a ma newsletter, mais tout ça, on peut le trouver sur mon compte Instagram. Voilà. Ça marche. Ouais, tu as centralisé tout avec le lien LinkedIn. Ouais, c'est trop de plateformes au bout d'un moment. Je comprends. Je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup encore pour l'invitation. De rien.